Chapitre 13. Le choix final. Disparition de l'élu. Selon une source bien informée, celui qui se fait appeler l'élu aurait disparu de la cachette de laquelle il prépare, paraît-il, la délivrance du monde magique. C'est un coup de tête, nous assure-t-on. La veille, il aurait longuement affirmé qu'il savait où se trouvait la preuve qu'il avait un rôle éminent à jouer dans les troubles qui secouent actuellement notre communauté. Je le leur prouverai, aurait-il dit. Faut-il rapprocher cette phrase de celle qu'il a clamée lors de sa conférence de presse? Recherche-t-il la fameuse preuve de sa légitimité? Celle que ses parents auraient conservée? Notre interlocuteur n'a pas voulu répondre à cette question. Rita Skeeter. Harry descendit du magicobus et rattrapa Tonks qui s'était tordu les pieds dans les marches. Elle avait beau ressembler terriblement à Hermione, elle n'avait pas du tout la même démarche. Et pas besoin d'être Ron pour s'en rendre compte, soupira Harry. Elle se rétablit et regarda autour d'elle. C'est par là? Demanda-t-elle en désignant le village. Un peu à l'écart, répondit Harry, reconnaissant avec émotion le ruban de route qu'il avait survolé avec son double, peu de temps auparavant, mais sans doute très loin de là. Il suivit la route en silence jusqu'à la haie de ronces qui remplaçait la barrière blanche si bien entretenue par Lily. Il déglutit en voyant les ruines de la maison, à moitié cachées par les arbres. C'est là, murmura-t-il. Tonks ne répondit pas, attendant qu'il donne l'exemple en avançant. Il tâta le galion de communication dans sa poche, se saisit de sa baguette et envoya un sort pour convaincre le roncier de les laisser passer. Obligeante, les branches acérées s'écartèrent et lui et Tonks pénétrèrent dans l'ancien jardin des Potters. Ils avancèrent d'une cinquantaine de mètres avec précaution, leurs mains tenant fermement leurs baguettes. Quand une silhouette noire se dressa devant lui, ils envoyèrent tous deux un stupéfixe sans sommation. Les sorts manquèrent leur but, et une voix haïe s'éleva moqueuse. C'est tout ce que vous savez faire, Potter? L'ancien professeur se tenait devant eux, baguette à la main. Bien que sa position ne soit pas menaçante, il se dressait entre eux et la maison, et il ne faisait aucun doute qu'il n'avait pas l'intention de les laisser passer. Harry sentit une vague de haine l'envahir. Même si l'autre Dumbledore avait raison, même si son ancien professeur avait commis un meurtre sur la demande de sa victime, il n'avait pas moins entraîné la mort de ses parents et l'avait privé de la vie de famille qu'il avait eu l'occasion de goûter durant un mois. Il l'exécrait, cet homme, pour ce qu'il avait fait à James et Lily et pour la façon dont il avait traité pendant ses cours. « Allez-vous me tuer moi aussi ?» demanda-t-il les dents serrées. « Je suppose qu'il est inutile de vous faire remarquer que si j'avais voulu le faire moi-même, cela fait longtemps que ce serait fait. » « Que faites-vous ici alors ?»« Ma mission est de m'assurer que vous ne serez pas accompagné. »« Ce n'est pas vous qui m'empêcherez de rester auprès de Harry, » répondit froidement Tonks sous les traits d'Hermione. « Je demande à voir cela, mademoiselle Granger, » répondit Rogue, avec tellement d'ironie que Harry le soupçonna de ne pas avoir été dupe de la transformation. Il attaqua sans attendre de réponse, et Tonks ne dut qu'à ses réflexes de ne pas être touché par le sortilège. « Mets-toi à l'abri !» ordonna-t-elle à Harry, « et attends-moi !» Harry obtempéra et recula derrière un arbre pour laisser le champ libre à l'aurore. Il pensa un instant l'assister, mais, malgré la noirceur du personnage, il répugnait à attaquer Rogue par derrière ou à 2 contre 1. Ce genre de scrupule est-il une stupide façon de témoigner mon attachement à Gryffondor ou une façon d'éviter les compromissions avec la morale? Se demanda-t-il. N'ayant pas de réponse à cette question, il regarda en direction de la maison, en attendant que le combat finisse et qu'il puisse continuer son chemin. Une ombre se découpa entre les arbres. Visiblement, tous les traîtres s'étaient donné rendez-vous à cet endroit. Il jeta un nouveau coup d'œil vers les combattants. Les forces en présence semblaient être réparties de façon équilibrée. Les sorts fusaient à un rythme soutenu, les esquives et boucliers magiques protégeaient les 2 protagonistes. Harry hésita un instant encore avant de se lever de derrière le buisson qui lui servait d'abri et de contourner la zone de combat. Il n'avait pas l'intention de laisser l'ancien ami de ses parents s'en tirer comme cela. De plus,
Il savait que Voldemort n'était pas présent. Si tel avait été le cas, sa cicatrice l'aurait davantage élancé. Il progressa avec prudence, se fondant comme il pouvait dans l'abondante végétation du jardin à l'abandon, prêt à transplaner ou générer un bouclier s'il était attaqué. Mais le rat ne bougeait pas, comme s'il attendait quelque chose. Harry finit par s'avancer dans l'espace plus ou moins dégagé devant le perron. Je savais que tu viendrais. Se félicita Peter Pettigrew. Quelle perspicacité, ironisa Harry. T'es stupide de ta part, Fit remarquer l'homme. Peut-être. Tout le monde ne peut pas courber l'échine et fuir quand ses amis sont en danger. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Lança Peter, visiblement offensé par le reproche implicite. Je le sais plus que vous ne le pensez, répliqua Harry, et c'est bien grâce à vous. Je ne pouvais pas faire autrement, Se défendit l'homme. Bien sûr que si. Mes parents l'ont fait. Sirius l'aurait fait. On voit ce que cela a donné. Toujours mieux que de vivre 15 ans sous la forme d'un rat, s'échauffa Harry. Toujours mieux que d'obéir à un monstre qui peut décider d'un moment à l'autre de vous tuer ou vous torturer pour passer le temps. Si vous aviez été fidèle à vos amis, vous auriez eu une vie dont vous auriez pu être fier. Moi, je préférerais mourir que de vivre comme vous. Mais bien sûr, tu sais tout comme ton père. Il savait tout, avait une idée sur tout et lançait des jugements sans concession. Mon ami, est-ce l'amitié quand on craint sans cesse de recevoir des reproches, de décevoir, d'être l'objet de sa raillerie? James n'écoutait rien ni personne. Il dépensait ses largesses tel un prince et on devait lui en être reconnaissant. Il vous aimait sincèrement. Il aimait Rémus. Il aimait Sirius. Il vous considérait comme ses amis. Sans doute n'était-il pas parfait, mais il vous a fait confiance. Et il a toujours pris votre défense quand on lui disait du mal de vous. C'est faux. D'ailleurs, comment peut-il dire cela? Tu ne l'as pas connu. La faute à qui? Et d'ailleurs, je le connais mieux que vous ne le croyez. Je sais que vous mentez, et sachez que salir sa mémoire n'excusera jamais ce que vous lui avez fait. Tu es stupide, comme lui, et tu mourras, comme lui. Peut-être. Mais je ne regretterai rien. Du coin de l'œil, il vit un mouvement et se déplaça en transplanant d'un mètre sur le côté, comme le lui avait appris James. Il vit que son assaillant était le serpent Nagini. Bien sûr, pensa-t-il. Il peut me tuer, il est Voldemort. Ce n'était pas prévu, ça. Alors que le reptile virait pour prendre en compte le déplacement de Harry, ce dernier se dit qu'il ne pourrait pas éternellement esquiver. Il n'eut pas le temps d'y penser plus longtemps. Le serpent chargeait de nouveau. Harry se déplaça latéralement, mais cette fois-ci son assaillant anticipa sa retraite et changea aussi de direction, et sa gueule ouverte fondit sur Harry. L'animal eut la satisfaction de sentir ses crocs s'enfoncer dans la chair humaine. Un hurlement retentit, et la victime de Nagini se convulsa sous l'effet du poison, se répandant dans son corps. Harry transplana encore et regarda l'endroit d'où il venait. Du fait du déplacement des acteurs, Peter Pettigrew s'était trouvé entre lui et son attaquant et se tordait maintenant sur le sol. Mais Harry ne le regarda qu'un instant, préférant garder les yeux fixés sur le serpent qui le guettait de ses yeux moirés. Harry lui lança un incendio que l'animal réussit à éviter. Durant un moment, les deux combattants tentèrent mutuellement de se blesser sans y parvenir. « Voldemort est-il déjà là ?» se demanda Harry. « Dois-je appeler les aurores ?» Je crois que tu pourras m'échapper éternellement. Siffla le serpent. « Nos vies et nos morts sont liées, » rétorqua Harry dans la même langue. « C'est vous qui l'avez voulu. »« Et tu penses avoir une chance? Persifla l'animal. Harry faillit répondre que lui et Nagini avaient un point commun et pas des moindres. Mais il craignit de donner à son ennemi une information qu'il n'avait pas. Il se tut, économisant son souffle pour la suite du combat. Visiblement, Voldemort n'avait plus rien à lui dire car le serpent attaqua de nouveau. Harry l'esquiva. Il évita ainsi plusieurs charges avant de mal calculer sa trajectoire et réapparaître trop près d'un arbre. La force de la magie le rejeta en arrière. Il fit un pas en arrière pour se rétablir, mais une racine le fit trébucher et il tomba lourdement. Nagini en profita pour fondre sur le jeune homme. À moins d'un mètre de Harry, il ouvrit la gueule et sa victime vit les crocs dégoûtants de poison se rapprocher à une telle vitesse
qui échappait était exclu. Harry se tendit en prévision de la douleur, mais un éclair fusa. Sanctum sempra! Siffla une voix. Le reptile, touché de plein fouet, fut projeté sur le côté et ne mordit que la terre. Mais loin de se laisser décourager, il fondit sur celui qui l'avait dérangé. Harry n'hésita pas et jeta à son tour le sort de lacération. Ce faisant, il risquait de blesser celui qui était venu à son secours, mais il n'était pas certain de vouloir remercier ce dernier, car sa présence signifiait, sans doute, la mort de Tonks. Le sort de Harry ralentit suffisamment le serpent pour que Rogue lui jette un nouveau Sectum Sempra. Sort après sort, ils vinrent à bout de l'animal familier de Voldemort. Il y eut un moment d'accalmie. Harry détourna les yeux de la bouillie d'écailles et de chair flasque qui gisait sur l'herbe, non loin du cadavre de l'ancien ami de ses parents. Le 6e Horcrux était enfin détruit. Harry en ressentit du soulagement, mais l'appréhension de ce qu'il restait à faire l'étreignait également. « Vous me réservez pour Voldemort ?» demanda-t-il à son ancien professeur. « Je ne suis pas certain qu'il vous en sera reconnaissant. »« Auriez-vous préféré finir dans l'estomac de ce cher Nagini ?» feignit de s'étonner le sombre individu. « Qu'est-ce que ça change pour vous ?» lança Harry, les dents serrées. « Vous n'êtes pas à un mort près. » Je n'espérais pas que vous compreniez. Harry le considéra. Était-ce possible que l'autre Dumbledore ait eu raison et que le meurtre dont il avait été témoin ne soit pas ce qu'il semblait au premier abord? « Qu'avez-vous fait à Hermione ?»« Elle ne viendra pas vous aider, » répondit Rogue. « Vous l'avez tuée ?»« Peut-être. » Harry n'eut pas le loisir de s'inquiéter longtemps du sort de la jeune Aurore. Sa cicatrice se mit à l'élancer et il sut que Voldemort était arrivé sur les lieux. Il se recroquevilla sur lui-même, comme si la douleur lui était insupportable, ce qui n'était pas loin d'être vrai. Discrètement, il posa le bout de sa baguette sur sa poche et activa le galion. Quand il se redressa, il vit que Rogue, la main crispée sur son avant-bras, ne l'avait pas quitté des yeux. « A-t-il compris ?» se demanda Harry. « Va-t-il mettre son maître en garde ?» Mais Rogue ne dit rien, se contentant de reculer et de mettre un genou en terre quand Voldemort apparut brusquement à quelques pas de Harry. « As-tu retrouvé ce que tu cherchais ?» demanda le mage noir. « Non, mais je n'en ai pas besoin pour savoir ce que je dois faire, » rétorqua Harry. « Tu vas me tuer ?» demanda Voldemort d'une voix moqueuse. « Je suis bien curieux de savoir la façon dont tu comptes t'y prendre. » Harry ne répondit pas. « Je te tuerai !» affirma tranquillement Voldemort. « Peut-être, » répondit Harry. Voldemort leva la main et lança un sort en direction du jeune homme. Ainsi qu'il avait appris à le faire lors de ses récents entraînements avec James, Harry opposa un sortilège qui permettait de renvoyer un sort vers son auteur avant de transplaner légèrement pour ne plus être dans la ligne de mire. Le maléfice rebondit et revint vers le mage noir qui l'écarta négligemment de la main. « Il n'a pas utilisé de baguette, » analysa Harry. « Je ne peux plus compter sur le Prior Incantatum pour le retarder le temps que les aurores l'arrêtent. Je ne vais pas m'en tirer vivant. »« C'est ça que tu as à m'opposer ?» ricana d'ailleurs Voldemort. « Je n'ai pas trop de soucis à me faire à ce que je vois. » « Pourquoi ne m'a-t-il pas tué tout de suite ?» se demanda Harry, avant de comprendre. « Il ne peut pas me tuer sans baguette. Il ne peut pas jeter de sortilège assez puissant de cette façon. Il va seulement essayer de me désarmer. Il me tuera ensuite avec sa baguette, quand je ne pourrai plus me défendre. Mais que font les aurores ?» se demanda-t-il en tentant de ne pas céder à la panique. « Rogue, je vois que tu as choisi de changer de camp. » continuait de pérorer le mage noir en désignant son serpent. « N'as-tu pas quelques regrets? Cela ne te ressemble pas de confier ta vie à un avorton. Désires-tu mourir avant lui ou voir son agonie ?» « Comme il vous plaira, maître, » répondit l'homme de telle façon que le titre sonna comme une insulte. « Je te regretterai, Rogue. » soupira Voldemort. « Ton sens de la répartie fait de toi un serviteur bien plus intéressant que l'autre Locke. » jugea-t-il, unique hommage funèbre à celui qui gisait non loin de là. « Bon, puisque tu es là, tu vas me rendre un petit service. Impero !»
fit-il en direction de Rogue en brandissant sa baguette. Rogue, pris au dépourvu, sursauta, puis resta passif, attendant que celui qu'il venait de trahir lui donne des ordres. Désarme le garçon! Lui demanda Voldemort. Rogue lança un expelliarmus à Harry. Ce dernier tenta d'y échapper en transplanant, mais il ne réussit pas à bouger. La surprise le déconcentra un moment, et sa baguette en profita pour lui échapper des mains et voler vers son ancien professeur de potions. Les aurores sont là, et ils ont posé la barrière anti-transplanage, se réjouit Harry. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre qu'ils immobilisent Voldemort. Ce serait bien qu'ils y arrivent avant qu'ils ne me tuent. Inconscient d'être cerné par la police magique, Voldemort leva finalement sa baguette sur Harry, Cela devait finir comme cela! affirma-t-il. Avada Kedavra! Harry plongea sur le côté, tandis que le chêne devant lequel il était un instant auparavant explosait sous l'impact du sortilège. Tu ne m'échapperas pas éternellement! Lança Voldemort avant de jeter de nouveau le sort mortel qui rata Harry d'à peine quelques centimètres. Le jeune homme s'apprêtait à courir, se mettre à l'abri derrière les aurores, quand ceux-ci révélèrent leur présence en lançant des sorts depuis les arbres qui les entouraient. On se retrouvera! Lança Voldemort avant de tenter de transplaner. Pourvu que la barrière de protection tienne, espéra Harry, qui n'avait pas envie d'avoir à tout recommencer. Manifestement, elle tint. Tout en repoussant les sorts qui pleuvaient, le mage noir tenta plusieurs incantations, mais sans parvenir à s'enfuir. On ne se débarrasse pas de moi comme cela! Rugit Voldemort. Vous ne me livrez pas à vos détraqueurs! Il se tourna en direction de Rogue et lui lança. Essaie de te défendre si tu peux! Un éclair jaune jaillit de la baguette du mage noir et fondit sur Severus Rogue. Ce dernier leva instinctivement sa baguette et fit rebondir le sort qui revint à grande vitesse sur son envoyeur. Ce dernier ne bougea pas, et, sous les yeux stupéfaits de Rogue et Harry, Voldemort fut frappé en pleine poitrine. Il y eut un éclair blanc qui les obligea à fermer les yeux. Quand ils les rouvrirent, il n'y avait plus rien à la place de leur ennemi. Il a réussi à fuir, fut la première pensée de Harry, avant d'être détrompé par la douleur insupportable qui le foudroya quand le Horcrux qui était en lui s'activa. Il poussa un cri déchirant, irradiant de son front, une douleur atroce le brûlait et le déchirait. Des images et des sensations abominables le traversèrent. Cadavres, corps se tordant de douleur, hurlements de désespoir, jouissance malsaine à la vue des brutalités infligées à des victimes impuissantes. Soif de pouvoir, désir de revanche. Harry s'écroula. Il sentit la panique l'envahir. Un instant, il se laissa emporter par l'horreur de ses visions avant de se rebeller. « Ce n'est pas moi, songea-t-il farouchement. Ce n'est pas moi, et cela n'a rien à faire ici. C'est mon esprit. Personne n'a le droit de l'utiliser. » Vaillamment, il repoussa les pensées parasites, reprit le contrôle de son cœur et de son esprit. Pour mettre fin à l'invasion, il invoqua ses souvenirs les plus heureux. Il revit le jardin où il se trouvait, soigneusement entretenu par les soins de Lily. Il se remémora le terrain de Quidditch, Rose et ses fameux revers, l'autre Harry faisant le pitre, mais qui montrait la même concentration que lui et la même détermination quand il s'agissait de rattraper le vif. Il appela à lui l'image de James, encourageant les deux garçons qui se mesuraient l'un à l'autre, Lily applaudissant et félicitant avec la même chaleur le vainqueur et le vaincu. Il se laissa pénétrer de l'odeur de la maison habitée par les Potter. Le parfum des fleurs, dont Lily garnissait les vases du salon, l'odeur de parchemin si forte dans son bureau du second étage, effluve parvenant de la cuisine où l'elfe s'activait, et puis cette fragrance indéfinissable propre à chaque foyer que Harry respirait à plein poumon à chaque fois qu'il pénétrait dans le vestibule. « Aidez-moi, souffla-t-il, aidez-moi à le repousser. » Peu à peu, la douleur s'estompa et il reprit conscience de son environnement. Il prit de grandes goulées d'air, tentant de surmonter sa déception. Voldemort était toujours là, rattaché au monde des vivants par une partie de son âme. Un simple rituel de magie noire pourrait le faire revenir pour de bon. À quelques pas de là, Rogue, entouré d'aurores, désarmé, ligoté de cordes magiques, le regardait. « Pourquoi ?
semblait-il demander. Pourquoi m'a-t-il obligé à le tuer? Harry se posait la même question, même s'il avait davantage d'éléments pour y répondre. Voldemort l'avait-il fait exprès? Avait-il ordonné à Rogue, toujours sous Imperium, de se défendre pour éviter le baiser et conserver une chance minime de continuer à vivre? On aura tout vu, pensa-t-il dans un sursaut de dérision. Ce salaud s'est suicidé pour ne pas mourir. Encore une éventualité que Dumbledore n'avait pas prévue. Harry détourna les yeux, incapable de soutenir plus longtemps le regard de celui qui s'était finalement rallié à lui. Ce n'était peut-être plus de la haine qu'il ressentait pour l'homme, mais il avait quand même envie de l'étrangler. Sommes-nous maudits pour que, même quand il se décide à être de mon côté, il fasse ce que je crains le plus? Dois-je lui révéler qu'à cause de lui, Voldemort n'est pas mort pour de vrai? Qu'à cause de lui, je vais craindre toute ma vie que mon ennemi vienne réclamer son dû, qu'il reste tapi au fond de mon cœur? Sentant la panique revenir, il ferma les yeux et se réfugia de nouveau dans ses souvenirs. Il revit Lily, se balançant dans le fauteuil à la lueur vacillante de sa baguette, lui expliquant qu'en restant lui-même, il constituerait un obstacle infranchissable au désir de son ennemi. Il se souvint aussi du sourire de James quand il lui avait lancé « Nous, les Potter, on les fait mourir de rire ». Il crut rire en revoyant cette scène, mais ce fut un sanglot qui lui échappa. Il se raccrocha encore à la tendresse de Rose et à la complicité qu'il avait fini par développer avec l'autre Harry. « Garde-nous au fond de ton cœur, et tu ne pourras pas perdre », lui avait dit sa mère. « Restez avec moi toute ma vie », psalmodia Harry. Harry? Harry ne bougea pas, mais son interlocuteur se baissa pour mettre ses yeux au niveau de ceux du jeune homme. C'était Kingsley Shacklebolt. « Ça va, Harry ?»« Ramenez-moi auprès de ma famille, » le supplia Harry. L'homme hocha la tête et, sans dire un mot, prit son protégé par les épaules pour l'obliger à se lever. Il plia ensuite les genoux et chargea Harry sur son épaule, comme un sac de patates. On entendit un appel, mais l'aurore l'ignora et transplana. Au terrier, on s'agitait beaucoup aussi, mais Harry resta dans son coin, sur le canapé où Shacklebolt l'avait déposé. Il crut comprendre que l'aurore s'efforçait de contenir Molly pour qu'elle ne l'étouffe pas. Il vit les mines inquiètes de ses amis et de Ginny, mais il était trop épuisé pour répondre à leurs sourires. Shacklebolt repartit. Harry entendit la voix de Tonks, puis celle du ministre. Ce dernier lui parla, mais il était trop replié sur lui-même pour rattacher des sons à un sens quelconque. Rémus et Molly s'interposèrent, et le calme revint. Il entendit le bruit caractéristique des fourchettes contre les assiettes, et supposa qu'on mangeait dans la pièce à côté. Il finit par se rendre compte que Ginny était à côté de lui et tentait de lui faire avaler quelque chose. Il prit quelques bouchées pour lui faire plaisir, puis secoua la tête. Elle n'insista pas. Ensuite, Bill et Ron vinrent le chercher. Ils l'accompagnèrent au dernier étage et le mirent en pyjama. Harry s'écroula sur son lit, mais ne parvint pas à trouver le sommeil, malgré sa lassitude. Il revoyait encore et encore le sortilège mortel frapper le redoutable mage noir. Ce dernier avait préféré mourir plutôt que risquer de recevoir le baiser. Un jour, il devrait le combattre encore. Malgré toute l'assurance que lui avaient donnée James et Lily, Harry sentit le désespoir l'envahir. Une vague glacée monta peu à peu et se répandit dans ses membres. Son cœur se mit à battre tellement fort qu'il résonnait sourdement dans ses oreilles. La gorge serrée, il se demanda s'il n'était pas en train de mourir. Il songea appeler à l'aide, mais il se rappela que sa mort délivrerait le monde de la présence de Voldemort et se dit que ce serait une bonne chose, finalement. Il entendit le grincement de la porte de la chambre. Était-ce Ron qui sortait, le laissant mourir seul? Il sentit qu'on soulevait ses draps. Un ennemi qui venait l'achever alors? Un corps chaud se leva contre lui. « Dis donc, Ginny, faut pas te gêner surtout !» grogna la voix de son ami. « Tu veux que je parte peut-être ?»« Oui, j'aimerais bien, mais je sais que tu ne le feras pas, » répondit la jeune fille. Un souffle dans son cou
réchauffa le jeune homme. Il sentit 2 bras l'enlacer et le serrer très fort. Il s'agrippa à Ginny. Peu à peu, le froid reflua et son cœur se calma. Ça va mieux demanda-t-elle en sentant les tremblements de Harry se calmer. Il hocha la tête en silence, en la serrant à son tour contre lui, soulagé par la décrue de sa crise de panique. Elle bougea doucement pour trouver une position plus confortable. Elle lui enfonça un coude dans les côtes et il se déplaça un peu. Ils tâtonnèrent un moment pour trouver une position qui soit agréable pour tous les deux, étonnés de s'apercevoir que dormir dans un même lit n'était pas si facile. Ils gloussèrent à ce constat, provoquant le grognement de Ron. Enveloppé par l'odeur de fleurs qui émanait de Ginny, Harry sombra rapidement dans le sommeil. Quand Madame Weasley vint les chercher le lendemain pour le petit déjeuner, elle ne fit aucune remarque quand elle découvrit sa Benjamine dans un lit qui n'était pas le sien. Les 3 jeunes gens passèrent leurs robes de chambre et descendirent à sa suite. Tonks, Rémus et Hermione étaient déjà en train de terminer leurs saucisses. La matriarche les servit et annonça, comme pour bien faire comprendre que la vie normale était de retour: Si tout se passe bien, la rentrée de Poudlard devrait se tenir la semaine prochaine. Super, maugréa Ginny. Il va falloir travailler dur pour obtenir nos aspics avec un mois de cours en moins, s'inquiéta Hermione. Comme si cela changeait quelque chose pour toi, grogna Ron. Ça va, Tonks s'inquiéta Harry. Oui, j'ai juste quelques bleus, le rassura-t-elle. Qui couvre tout le torse et les bras, précisa Rémus. Quelle brute ce rogue, grogna Ron. Vous êtes sûr qu'il est de notre côté? Parce que vous pensez que je l'aurais raté si j'avais voulu la tuer, susurra une voix bien connue derrière le jeune homme. Le jeune Weasley sursauta et, se retournant, dévisagea avec effarement son ancien professeur. Mais qu'est-ce qu'il fait là demanda-t-il. Ron, est-ce une façon de parler à un invité s'indigna sa mère. Le professeur Rogue a dormi ici parce que nous le lui avons proposé. Je vous remercie de votre hospitalité, dit l'intéressé d'un ton raide, comme s'il n'avait pas l'habitude de témoigner de sa gratitude. Et je ne suis sans doute plus professeur. D'ailleurs, je dois partir. Je ne veux pas vous attirer l'inconfort d'une descente d'aurore ici. Mais où allez-vous aller demanda Molly. Au ministère. Je ne vois pas l'intérêt de jouer au chat et la souris. Autant en finir tout de suite. Attendez 2 minutes que je finisse mon thé, proposa Tonks. Je vous accompagne. Je me passe très bien de votre escorte, rétorqua Rogue. Je viens de vous dire que je n'ai pas l'intention de me soustraire à la justice. On a promis à Scrimgeour de vous escorter ce matin, signifia sèchement Maugré. Harry se demanda comment le maître des potions était arrivé là. N'avait-il pas été arrêté? Les Weasley, par bonté d'âme, avaient-ils voulu offrir une dernière nuit de liberté au sournois personnage? À moins que l'Aurore Borgne ait insisté pour avoir la primeur de son témoignage sur ce qui s'était passé la veille, il s'interrogea distraitement ce qu'avait donné l'ordre pour obtenir une pareille faveur du ministre. Et puis, vous ne savez pas quand vous aurez l'occasion de refaire un repas correct, conclut Molly, toujours pragmatique. Vous devriez manger un peu. Sans attendre sa réponse, elle servit un petit déjeuner supplémentaire. Après un instant d'hésitation, l'homme s'assit pour manger, foudroyant du regard toute la tablée. Personne ne fit de commentaire. Quand l'irascible ex-professeur eut vidé son assiette et sa tasse de thé, Tonks embrassa son compagnon et précéda Rogue dans la cheminée des Weasley. Le réprouvé y entra à son tour et y disparut, sans saluer personne. Épilogue. De la fenêtre de la salle commune de Gryffondor, Harry regardait le parc enneigé. Il voyait la fumée s'échapper de la cheminée de la cabane d'Hagrid et, derrière, les frondaisons de la forêt interdite ployées sous la neige épaisse. Il était heureux d'être revenu à Poudlard, heureux d'échapper aux questions gênantes que ne manquait pas de lui poser le ministre à chaque fois qu'ils se rencontraient. Heureux de n'avoir plus à fuir les journalistes qui désiraient tous l'interroger. Heureux de ne plus avoir à répondre aux interrogations des Aurores à propos de ce qui s'était passé dans le jardin de la maison de ses parents.
Dans un premier temps, il s'était demandé s'il allait facilement redevenir étudiant après tout ce qui s'était passé. Mais finalement, c'est avec soulagement qu'il était redevenu un élève comme les autres, si l'on excluait les sempiternels chuchotements sur son passage. Il avait été heureux de ne plus se poser de questions, de se contenter de se soumettre aux mêmes règles que ses condisciples, et avoir pour principale préoccupation de rendre ses devoirs à la date demandée et trouver du temps à passer avec Ginny. Il arrivait ainsi à passer des heures à oublier le danger qu'il faisait courir aux autres par sa seule existence. Mais il s'en souvenait chaque fois qu'il se couchait dans son lit et fermait les yeux. Cela revenait dans ses rêves. Il avait eu d'autres crises d'angoisse pendant lesquelles il tremblait de tous ses membres et avait l'impression qu'il allait mourir, le craignant et le souhaitant à la fois. Il lui fallait de longues minutes pour se reprendre, pour se rappeler qu'il n'était pas sans défense et qu'il avait le droit de vivre, malgré tout. Il faisait alors défiler sous ses paupières closes tous les visages de ceux qui constituaient sa garde rapprochée. Son père, sa mère, l'autre Harry, Rose, Ginny, Ron, Hermione, les Weasley, Rémus. Les battements de son cœur se calmaient alors. Il retrouvait son souffle et parvenait à s'endormir. Il savait qu'il retrouverait peut-être Voldemort dans ses songes, qu'il le verrait de nouveau mourir et sentirait le Horcrux le brûler. Mais le sommeil était parfois clément, et il se retrouvait alors entouré d'une famille aimante, à Godric's Hollow. Cela aurait pu être pire après tout. Tellement d'hommes et de femmes avaient dû se sacrifier ou mettre en danger leur famille pour faire leurs devoirs. Lui, il lui suffisait de se laisser aimer, d'être heureux, de ne pas trahir ses valeurs. Il ne se sentait pas le droit de se plaindre. Après tout, qu'avait gagné Rogue de ses années d'espionnage pour le compte de l'Ordre et de lui avoir sauvé la vie en l'aidant à tuer Nagini? Il avait été considéré comme un assassin sans pitié quand son procès devant le Magen Maggot s'était ouvert avec pour principal chef d'accusation le meurtre du directeur de Poudlard. La séance où il comparaissait avait été très attendue et avait fait l'objet d'un coup de théâtre ahurissant. Quand les charges avaient été lues par la présidente de séance, la vieille Griselda Marchebanque, un phénix était soudainement apparu et avait déposé un parchemin devant elle. Elle en avait pris connaissance et, d'une voix tremblante, avait lu les lignes qu'elle certifiait être écrites de la main du professeur Dumbledore lui-même, 3 mois auparavant. Il indiquait qu'il se mourait d'une blessure infligée à l'aide de magie noire et qu'il avait demandé au professeur Severus Rogue de conforter sa position d'espion auprès de Voldemort, éventuellement en le tuant devant des mange-morts. Il ajoutait que son professeur de potions l'avait de longues années servi avec diligence et qu'il se portait garant de son innocence et de son engagement auprès de ceux qui combattaient les mages noirs. Le sombre professeur avait finalement été déclaré innocent des différentes accusations portées contre lui et était ressorti libre sous les huées des sorciers présents dans la salle, frustrés de ne pas voir s'appliquer l'implacable justice qu'ils appelaient de leur vœu. Il vivait maintenant comme un reclus et serait sans doute dans la misère si le professeur Dumbledore n'avait pas prévu de lui faire verser une pension puisée sur les biens qu'il avait légués à Poudlard. Harry ne savait plus trop ce qu'il ressentait pour cet homme. Une partie de lui-même le haïssait toujours, mais chaque fois qu'on l'avait félicité pour avoir débarrassé le monde de Voldemort, il s'était senti coupable à son égard. Il était mal à l'aise également quand il constatait que, bien que présent lors de l'affrontement, les Aurores n'avaient jamais témoigné du rôle de Rogue dans la disparition de Voldemort. Du coup, il en voulait à Rogue de lui faire ressentir des sentiments aussi ambigus et contradictoires. Un autre de ses ennemis, par contre, lui donnait plus de satisfaction. À la rentrée, il avait revu Malfoy. Il en avait été contrarié, dans un premier temps, avant de constater que l'ancien gosse trop gâté avait perdu toute sa morgue, qu'il avait désormais le regard fuyant et faisait tout pour se faire oublier. Oui, savoir son rival en déroute, ruiné, son père en prison et désormais traité comme s'il avait la peste par ses anciens camarades, le remplissait d'aise. Tonks lui avait révélé qu'il avait été envoyé en France avec sa mère pendant l'été. Ils étaient revenus à la disparition de Voldemort, espérant sauver leur position et leur fortune, mais en vain. Lucius avait été arrêté et la mère et le fils vivaient sur les rares revenus ayant échappé à la confiscation du ministère. Ils n'avaient pas eu assez de fortune pour s'expatrier et Drago avait dû retourner à Poudlard, ce qui était sans doute la meilleure punition pour lui
d'après Hermione. Harry pensait que ce n'était pas cher payé pour 2 tentatives de meurtre et l'ouverture de Poudlard au mange-mort, mais l'abattement dont Drago faisait preuve depuis la rentrée était tout de même éminemment satisfaisant. Hermione avait fait remarquer à Harry que cette joie n'était pas charitable et qu'il mettait son âme en péril en se réjouissant ainsi du malheur des autres. Ron avait pris sa défense en soutenant que Harry était supposé rester gentil, pas devenir un saint. Devait-il aller jusqu'à pleurer sur le sort de ses ennemis pour se démarquer de vous savez qui? Hermione n'avait pas eu l'air convaincue, mais avait laissé tomber. Le rapprochement tant attendu entre elle et le Benjamin des Weasley, intervenu juste avant la rentrée, avait eu pour effet d'écourter la plupart de leurs sempiternelles disputes, au grand soulagement de Ginny et Harry. « Une promenade romantique dans la neige, cela te dit ?» murmura une voix dans le dos de ce dernier. Il sourit. Respirer l'air pur, écouter le craquement de la neige sous ses bottes, sentir la main tiède de Ginny dans la sienne, laisser la chaleur l'envahir quand il l'embrasserait, se laisser emplir de bonheur et de joie de vivre. « Toujours, » répondit-il. Vous êtes arrivés à la fin de Les Deux Mondes, les choix de Voldemort, la 2e partie de l'œuvre de Alix, avec une musique de Frank Stoker qui nous autorise gracieusement à utiliser son morceau. Vous pouvez nous retrouver sur sonorus.info, sur YouTube, sur Facebook et sur l'ensemble de nos plateformes habituelles, Spotify, Deezer, etc. Et on vous retrouve sur une prochaine œuvre. À bientôt!